D'habitude, j'ai un dossier que je consulte de temps en temps, mais je l'ai oublié. Donc j'espère que je ne ferai pas trop d'erreurs de date. Je resterai peut-être un peu quelquefois dans le flou, parce que j'ai quelquefois des problèmes pour retrouver les bonnes dates. Je vais essayer de vous sensibiliser à la situation de Cuba aujourd'hui, et d'abord vous donner les raisons pour lesquelles j'ai pris la décision d'écrire, on peut dire en urgence, cet ouvrage. Pour être franc, quand j'ai commencé l'écriture du livre, que j'ai écrit en totalité, ce qui m'a demandé un gros investissement, les week-ends, les vacances, au regard de mon implication, j'avais la certitude, je pensais être renouvelé comme député, je ne me faisais pas trop de soucis, au mois de juin 2022, et j'étais parti avec l'idée que je ne serais plus président de groupe et qu'en conséquence, étant plus président de groupe, ça me laissait beaucoup plus de temps pour faire autre chose parce que la présidence de groupe me prend énormément de temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2022, le groupe s'est renforcé. Nous avons gagné un député communiste de 11 à 12, mais surtout, le groupe s'est renforcé avec 10 députés d'outre-mer. Et ces 10 députés d'outre-mer sont venus dans le groupe de la gauche démocrate et républicaine, essentiellement parce que j'en assurais la présidence, j'avais établi des liens lors des mandats précédents. Nous avions, par exemple, un député de Polynésie, et en 2022, nous nous sommes trouvés avec les 3 députés de Polynésie, et d'ailleurs un d'eux depuis est devenu président de la Polynésie. Nous avions un député de Guyane qui était devenu président de la collectivité de Guyane, et en 2022, nous avons gagné les 2 députés de Guyane, donc la totalité de la Guyane. Nous avions 2 députés de la Martinique, et nous avons un député de la Martinique, nous sommes passés à 2 députés de la Martinique. Là aussi, par le passé, un des députés du groupe était devenu, Alfred Marie-Jeanne, président de la collectivité de la Martinique. Et nous avons aussi 3 députés de la Réunion, et nous avions gagné lors du mandat précédent, avec une députée communiste de la Réunion, la présidence de la collectivité de la Réunion. C'est-à-dire que notre groupe, il a une particularité, c'est qu'il représente très largement l'outre-mer. C'est le premier groupe à l'Assemblée nationale qui a le plus de députés d'outre-mer, au point d'ailleurs que nous présidons la commission d'outre-mer. C'est un député de Guyane, qui est Davy Riemann, qui est président de cette commission d'outre-mer, commission spéciale d'outre-mer. Donc malgré cela, restant président, il a bien fallu que je termine le livre, ce que j'ai fait, et je vous présente aujourd'hui. En fait, c'était parti à l'origine d'un reportage que j'avais regardé à France 2, il y a à peu près 2 ans peut-être, et on voyait la situation de Cuba catastrophique, absolument catastrophique. J'étais allé à Cuba plusieurs fois, quelques années avant, j'ai dû faire au total 7 ou 8 voyages à Cuba, quelquefois très courts d'ailleurs, quelquefois un tout petit peu plus long, mais jamais plus d'1 semaine. Et j'ai découvert qu'en définitive, la situation cubaine se détériorait considérablement. Considérablement. Au point qu'on peut être inquiet sur le devenir de la révolution cubaine. Et quand on discute autour de nous, c'était aussi quelque chose qui est un déclic, on me dit « mais allons, c'est la queue devant les magasins, il n'y a plus rien d'ailleurs dans les rayons, c'est une dictature, il y a les frères Castro qui sont enrichis, ils sont incapables de gérer la société cubaine, d'avoir un développement économique. » Et quand on essaie de dire « mais vous savez ce qui se passe, il y a le blocus », on me répond « il n'y a pas plus de blocus ». Et énormément de personnes pensent que depuis Obama, il n'y a plus de blocus à Cuba. Et que Cuba peut donc se développer tranquillement, développement économique et tout ça. Donc j'ai dit, il faut donner les explications. Il faut essayer de faire comprendre ce qui se passe. Parce que ça nous concerne, nous, ça ne concerne pas seulement le peuple cubain. Il faut bien comprendre que dans la volonté des États-Unis de tuer la révolution cubaine, le premier objectif pour eux,
c'est de faire la démonstration que sur cette planète, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'alternative à ce qu'ils appellent la démocratie occidentale et au régime libéral. Donc, vous comprenez bien que si les États-Unis arrivent à leur fin et provoquent l'effondrement du régime socialiste cubain, ils feront ainsi la démonstration devant le monde qu'il n'y a pas autre chose que le régime capitaliste. Et qu'il n'y a pas ce que l'on appelle, c'est Badiou notamment qui parle de l'hypothèse communiste. Ça consisterait à dire qu'il n'y a pas d'hypothèse communiste. Puisque partout, vous l'avez vu en Union soviétique, vous l'avez vu en Europe centrale, vous le voyez avec la Chine, vous le voyez avec la Corée du Nord, parce que partout, les régimes socialistes sont incapables de gérer une société démocratique, une société qui se développe. Donc il y a derrière le soutien qu'on apporte au peuple cubain et à la révolution cubaine, c'est une résistance au rouleau compresseur de l'impérialisme, et ça consiste à dire, oui, il est possible de construire une autre société que la société libérale. C'est donc quelque chose qui nous concerne véritablement. Et la chute nous concernerait aussi, et notamment portera un coup terrible aux peuples d'Afrique, aux peuples d'Amérique latine, qui ont toujours considéré que Cuba, pour eux, c'était un exemple à suivre, même si les Cubains considèrent qu'ils n'ont pas d'exemple à donner, mais ça aurait des répercussions au niveau géopolitique, au niveau des possibilités des peuples à reprendre en main leur destin et de sortir, de s'extraire de l'impérialisme, ça aurait des conséquences terribles. C'est la première cause qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que les États-Unis mettent une énergie terrible. La deuxième chose, c'est que quand on remonte le fil de l'histoire de Cuba, notamment durant la période coloniale qui a duré, c'était le joyau des colonies espagnoles, qui a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les États-Unis ont toujours voulu récupérer Cuba, l'île de Cuba, la grande île, comme ils disent, qui est à 100 km de leur côte. Il faut bien comprendre ça. À 100 km. Cette île, pour les Américains, elle doit leur revenir. Pour les États-Unis, elle doit leur revenir, elle doit tomber dans leur escarcelle. Dès le début du XIXe siècle d'ailleurs, les présidents successifs des États-Unis, notamment Monroe, avaient développé ce qu'on appelle la théorie du fruit mûr. La théorie du fruit mûr, c'est considérer qu'un jour ou l'autre, le fruit, il va être mûr et il va tomber. Et il tombera dans l'escarcelle des États-Unis. Thomas Jefferson, quelques années après, comme président des États-Unis, lui, a élargi ça en disant c'est la théorie de l'arrière-cour. C'est-à-dire qu'il faut que les États-Unis, et notamment tout autour des États-Unis, en particulier en Amérique latine, en Amérique centrale et aux Caraïbes, il faut qu'on ait l'arrière-cour des États-Unis. Et que surtout on n'ait pas des États et des peuples qui vivent dans une pleine souveraineté. Ils doivent être soumis, pour des questions de sécurité, ils doivent être soumis aux États-Unis. Et tout ça, ça a irrigué la politique cubaine durant tout le XIXe siècle. Si bien que les luttes qui ont été conduites, notamment par José Martí, la dernière guerre d'indépendance avec José Martí, toutes ces luttes qui ont été conduites contre la colonisation espagnole, ces luttes, les États-Unis n'ont pas pris parti, n'ont jamais accompagné les mouvements de libération, et même en sous-main ont encouragé les Espagnols parce qu'ils savaient que le jour où il y aurait une décolonisation, la décolonisation, elle se ferait à leur profit à eux. Mais en même temps qu'il y a eu cette volonté hégémonique des États-Unis, ça fait mûrir cet esprit du peuple cubain, qui a un esprit attaché à l'indépendance, qui a un esprit attaché à la souveraineté. Un peuple qui est prêt à se battre, comme il le fait, pour conserver sa dignité, pour conserver son indépendance face à ceux qui veulent le faire chuter. Parce que sinon, si ne s'est pas construit pendant tout le XIXe siècle et aussi durant le début du XXe siècle jusqu'en 1959 et la Révolution castriste, si ce n'était pas construit ça dans la tête du peuple cubain, aujourd'hui, avec 60 ans de blocus, eh bien, le régime se serait effondré. C'est pour ça que dans cet ouvrage, j'ai essayé de montrer ça, de montrer les racines, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui la situation cubaine et la résistance du peuple cubain sans comprendre l'histoire de Cuba,
qui a fait que ce peuple, il s'est forgé cette force-là pour pouvoir résister à un rouleau compresseur absolument incroyable, inimaginable. Moi-même, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne pensais pas que le blocus allait aussi loin qu'il va. C'est quelque chose qui est terrible. Donc il y a ça. Et il y a aussi une autre raison. L'impérialisme, c'est les raisons économiques. Quand il y a eu la révolution cubaine, il faut savoir que les liens entre les États-Unis et Cuba étaient des liens extrêmement étroits. À 100 km, il n'y avait par exemple pas à Cuba de logistique, de hangars avec des dépôts d'alimentation et tout ça. C'était un flux régulier entre les États-Unis, entre Miami et l'île de Cuba, qui faisait qu'en définitive, l'économie cubaine était intimement liée à l'économie des États-Unis, et que quand il y a eu la révolution et la mise en place de l'embargo qui s'est transformé en blocus, pour les États-Unis, c'était évident que très rapidement, la révolution allait échouer. Parce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, et c'est l'objectif aussi d'aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres accords économiques, commerciaux, de coopération qui se développent entre Cuba et d'autres peuples du monde, parce que ce qu'ils attendent, eux, c'est faire une table rase véritablement, et que le jour où le régime s'effondrera, ils vont mettre la main dessus. Inutile de dire que les grandes multinationales américaines, les entreprises américaines, vont mettre la main sur l'économie cubaine, comme c'était le cas avant la révolution de 1959. Donc, il faut bien mesurer les enjeux. Mais quel est-il, ce blocus ? Ce blocus, parce que certains disent, il ne faut pas parler de blocus, un simple embargo. Le blocus, si on emploie le mot blocus en son terme, ça serait le blocus de La Rochelle, par exemple, où véritablement rien ne circule, rien ne passe. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais on emploie quand même le mot blocus, d'une part parce qu'elle a une teneur politique, et puis en plus de ça, ce n'est pas un simple embargo. L'embargo, les États-Unis l'ont mis en place dès 1960, l'année suivant la Révolution. Et ça a été très simple. Ils ont réactivé une loi de 1917 qui consistait, cette loi stipulait que les États-Unis ne devaient pas avoir de relations commerciales, économiques avec un ennemi. C'était à l'époque, en 1917, où les États-Unis avaient été rentrés en guerre pendant la Première Guerre mondiale, étaient rentrés en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne, de la France, et je ne sais plus encore, ce qu'on appelait la Triple Entente, je crois. Et à partir de là, ils avaient voté cette réglementation qui interdisait tout commerce avec les puissances d'Europe centrale qui étaient en guerre contre la France, notamment, durant cette guerre de 14-18. Ils ont réactivé cette loi de 1917. C'était le premier acte mettant en place l'embargo en considérant que Cuba est un ennemi de la démocratie états-unienne. Ensuite, la révolution a eu des succès dans la mesure où il y avait les actions de coopération avec les pays socialistes, très étroites, avec l'Union soviétique, avec d'autres démocraties populaires, et si bien que j'allais dire que la révolution cubaine a vécu son chemin, quoi, et a répondu à des attentes de la population avec une politique extrêmement offensive, avec la révolution agraire notamment, pour répondre aux besoins de la population. Et ça a été une bouffée d'oxygène absolument extrêmement importante, ça a été une bouffée d'oxygène pour le peuple cubain. À partir de là, est arrivé 1990, la chute du bloc socialiste. Là, les États-Unis ont dit on va y arriver, là, ils ne vont pas s'en sortir. Dès 1992, ils ont voté, parmi d'autres, parce que je donne les textes les plus importants, tout ça s'est expliqué dans le livre qui est très documenté là-dessus, ils ont voté ce qu'on appelle la loi Torricelli. Cette loi de 1992 est toujours aujourd'hui activée, elle est toujours utilisée. Cette loi, bon, j'en tire par exemple deux, trois exemples, mais pour mesurer ce que ça représente. Depuis 1992, tout cargo qui décharge dans un port cubain n'a pas le droit pendant 6 mois,
d'aller sur un port des États-Unis. Il faut mesurer ce que ça peut représenter en termes de fret maritime. C'est-à-dire que ça voudrait dire que des cargos qui viennent livrer des marchandises à Cuba doivent repartir à vide. Les conséquences sont catastrophiques en termes de coût des marchandises. Ça, c'est dans la Torricelli, c'est toujours utilisé aujourd'hui. On citait récemment un exemple, par exemple le pétrole vénézuélien. Venezuela a rétabli des liens économiques avec les États-Unis, parce que les États-Unis en avaient besoin en termes pour des questions énergétiques. Eh bien, un pétrolier vénézuélien qui livre du pétrole à Cuba ne peut pas décharger son pétrole dans un port cubain. Tout simplement parce que si le pétrolier accoste à Cuba, pendant 6 mois, il ne pourra pas aller aux États-Unis. Si bien qu'il faut qu'il y ait un bateau cubain, un pétrolier cubain, qui aille au milieu de la mer, et le transfert se fait de façon à ce que le pétrolier vénézuélien puisse continuer à livrer du pétrole aux États-Unis. Vous mesurez ce que ça peut représenter. En termes de conséquences aussi économiques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Toujours dans cette loi Torricelli de 1992, quelque chose aussi qui est absolument terrible, ça stipule que tout produit qui a plus de 10% de composantes états-uniennes, que ce soit des composantes techniques, des composantes de fourniture, des composantes financières, tout produit qui a plus de 10% de composantes états-uniennes ne doit pas être commercialisé avec Cuba. Et ceux qui n'appliquent pas cette règle-là sont poursuivis devant la justice américaine. Ça produit des effets qu'on a du mal à imaginer. Une anecdote que je cite dans le livre, il y a 4 ou 5 ans, peut-être un peu plus, l'ambassadeur de Cuba en France m'appelle et il me dit « Camarade, on a un problème, on n'a plus d'ascenseur. » L'ambassade de Cuba, il y a 3 étages. Je dis « Il n'y a plus d'ascenseur ?» Il me dit « Oui. » Parce que toutes les entreprises d'ascenseurs en France sont des entreprises qui sont détenues par des capitaux américains à plus de 10% et avec des composantes technologiques, électroniques, qui dépassent les 10% par rapport au matériel. Résultat des courses, on ne trouvait plus d'entreprise pour faire l'entretien des ascenseurs de l'ambassade de Cuba ou pour faire la maintenance ou les changer. Ils ont réussi à trouver, en cherchant énormément, une petite entreprise française qui n'a pas de lien avec les États-Unis, mais voyez le type d'effet que ça peut avoir. Plus récemment, il y a 3 ans, ça 2-3 ans, le nouvel ambassadeur m'appelle, il me dit « André, on n'a plus de compte bancaire. » Je dis « Vous n'avez plus de compte bancaire ?» Il me dit « Oui, l'ambassade avait 2 comptes à la Société Générale, même 3 d'ailleurs. Un pour faire fonctionner l'ambassade, toutes les dépenses qu'il peut y avoir dans l'ambassade. Une pour faire fonctionner le consulat, avec les visas qui sont payants et tout ça, et même pour l'antenne, qui est l'antenne à l'UNESCO. La Société Générale ferme les comptes. Tout simplement parce que toutes les banques qui peuvent avoir des attaches avec Cuba sont poursuivies par la justice américaine. Le BNP Paribas a payé plus de 9 milliards de pénalités et a sorti l'argent tout simplement parce qu'il ne respectait pas le blocus contre Cuba, contre l'Iran et contre le Yémen. Le Crédit Agricole a payé 750 millions, les chiffres exacts sont dans le livre, je peux me tromper, 750 millions de pénalités parce qu'il y avait une banque du Crédit Agricole qui était installée à Cuba et parce que des entreprises agroalimentaires françaises, notamment des entreprises bretonnes, utilisaient le Crédit Agricole pour financer leurs investissements ou leur commercialisation avec Cuba. Fini. Il y a une toute petite banque française, on m'a dit, j'ai oublié le nom d'ailleurs, toute petite banque française qui ne fait aucune affaire avec les États-Unis, encore c'est très compliqué. Si vous voulez envoyer de l'argent à Cuba, vous ne pouvez pas. Mieux que ça, si vous arrivez à le faire, vous avez la banque, elle va vous radier.
pour ne pas être poursuivis par la justice américaine pour non-respect de la réglementation européenne, de la réglementation américaine. Ça, c'est la loi Torricelli de 1992. Ils ont tenu le coup. En 1996, je ne vais pas toutes les énumérer, c'est les seuls 3 que je vais énumérer. Ils sortent la loi Helms-Burton. Or, cette loi, c'est le coup fatal. J'en donne qu'un seul article de cette loi, mais pour bien faire comprendre les conséquences. Quand il y a eu la Révolution en 1959, il y a eu des nationalisations. Le régime cubain a nationalisé les biens de production privés. Et c'est vrai qu'il y a eu ce parti pris d'avoir l'État révolutionnaire qui avait la propriété de l'ensemble des biens immobiliers notamment. Les citoyens cubains, la législation permet tout à fait à n'importe quel État, la France l'a fait d'ailleurs déjà dans des périodes de son histoire, de nationaliser les biens de ses propres citoyens. Ça ne pose pas de problème en termes de droit international. Mais depuis, la quasi-totalité de ceux qui ont leurs biens nationalisés, qui étaient la bourgeoisie cubaine, ils sont allés aux États-Unis. Ils sont devenus citoyens américains. Et à partir de là, la loi Helms-Burton considère que tout citoyen américain qui a eu ses biens nationalisés par la révolution cubaine est en mesure de poursuivre devant la justice les utilisateurs de ces biens. Mais on a du mal à imaginer ce que ça peut représenter. Là aussi, je ne veux pas vous couvrir d'exemples, mais quelques exemples. Aéroport de Paris avait passé un accord avec le régime cubain pour rénover l'aéroport de la Havane. Or, l'aéroport de la Havane avait été nationalisé à la Révolution et les pistes de l'aéroport avaient été nationalisées et été prises à l'époque à des citoyens qui étaient des citoyens cubains, donc dans le respect de ce que l'on peut faire au niveau international, mais depuis ces citoyens cubains étant devenus des citoyens américains, ils poursuivaient devant la justice ADP. Sinon, l'aéroport de Paris s'est retiré rapidement et la convention qui avait été signée entre l'aéroport de Paris et l'État cubain a été annulée. Deuxième exemple, la SNCF passe pendant des années travaille un accord de coopération avec le chemin de fer cubain. Le chemin de fer cubain est dans un état déplorable, absolument déplorable. Et avec cet accord de coopération porté notamment sur la rénovation de 2 ateliers. Un atelier qui est près de Santiago de Cuba pour remettre en état des locomotives et un autre atelier qui est à côté de la Havane pour remettre en état des voitures, des wagons de passagers qui sont des voitures chinoises qui sont dans très très mauvais état. Et qui, par faute de pièces détachées, tout ça, que ce soit les voitures, que ce soit les locomotives, c'est à l'abandon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Cuba, il y a seulement 18 locomotives qui tournent. 18 locomotives. Si bien que des grandes villes cubaines qui étaient desservies quotidiennement le sont une fois par semaine. Il y a un cimetière de locomotives à côté de Santiago de Cuba où il y a à peu près 85 locomotives qui pourrissent sur place parce qu'il n'y a pas les pièces de rechange et donc elles sont devenues inutilisables. Donc l'accord avec la SNCF consistait à dire on va, à partir des locomotives, on peut en remettre en état 35, mais à condition de faire venir des pièces détachées, d'équiper un atelier avec des machines-outils, de former le personnel, et c'était la même chose avec les voitures de voyageurs qui exigeaient aussi avec un atelier qui était dédié pour ça. Manque de chance, c'est que les ateliers en question, et de même que le chemin de fer cubain, était le résultat de nationalisation qui avait été faite au moment de la Révolution. Que fait la SNCF ? Il se retire. Alors ça a été repris depuis par des retraités cheminots
qui ont créé une société complètement indépendante, autonome, et qui travaillent régulièrement avec les chemins de fer cubains. Je les rencontre, je les accompagne un peu dans ces démarches, mais ils ont aussi de grosses difficultés pour pouvoir financer tout ça. Mais pour ne pas être soumis à la loi Helms-Burton, et pour que la SNCF ne soit pas traînée devant les tribunaux des États-Unis, ils ont cassé la convention. Il y a une solution qui a été trouvée, un peu boiteuse, mais qui a été trouvée pour qu'il puisse y avoir cette coopération avec le chemin de fer cubain qui est en train de se dérouler, vaille que vaille aujourd'hui, malgré de grosses difficultés financières. Pour ceux qui sont allés à Cuba, je ne sais pas, récemment, moi je reviens, je suis noué. Bon, je suis d'un territoire rural, je connais bien l'agriculture, et quand si je voyage dans les campagnes cubaines, je vois des tracteurs qui sont dans les fermes, inutilisables, sur le bord des chemins, parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange, ils pourrissent sur place. Les pneus sont inutilisables, parce qu'on ne peut pas importer des pneus avec le blocus. Vous avez des récoltes qui pourrissent sur place parce qu'ils ne peuvent pas les transporter. Et même si vous avez un véhicule qui fonctionne, encore faut-il avoir du carburant. Parce que le carburant arrive au compte-gouttes. Une entreprise, par exemple, alors la production d'électricité, elle est production avec énergie fossile, avec du pétrole, hein, eh bien, il y a des coupures d'électricité quotidiennes. Vous avez des usines qui restent fermées pendant des semaines, les ouvriers ne travaillent pas, tout simplement parce que les pièces de rechange n'arrivent pas, elles sont bloquées avec le blocus, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité pour pouvoir faire tourner les machines. C'est une situation qui est une situation absolument catastrophique. Et ça, c'est les conséquences du blocus. Avec des conséquences, par exemple, au niveau médical. Vous avez à Cuba un haut niveau médical, avec des médecins qui sont reconnus parmi les meilleurs du monde, qui d'ailleurs apportent la solidarité internationale avec des brigades de médecins qui vont emporter leur aide dans des pays en difficulté, quand il y a des catastrophes naturelles et tout ça. Eh bien aujourd'hui, la médecine cubaine souffre énormément parce que pour opérer, par exemple, il faut du matériel chirurgical, et ce matériel chirurgical n'arrive plus. Le blocus fait. On a été alerté il y a peu de temps, des pinces, par exemple, pour tout ce qui est les bistouris, tout ce qui est utilisé, ils n'en ont plus. J'ai rencontré au mois de septembre, lors d'une délégation je suis allé à Cuba avec une délégation de 3 autres députés, avec trois autres députés, on a été reçus par l'Institut de néphrologie, et bien, par exemple, en ce qui concerne la dialyse, les machines, énormément de machines sont en panne. Derrière tout ça, c'est des milliers de morts en perspective. Tout simplement parce que le blocus empêche de faire arriver le matériel nécessaire pour rénover ces machines. Et en plus de ça, il y a une espèce de cycle infernal dans la mesure où l'argent ne rentre pas, où on produit très peu. Évidemment, il n'y a pas les devises ensuite, en plus, pour pouvoir acheter quand on peut acheter. C'est une situation qui est d'une extrême gravité. La solution pour sortir de ça, il y a d'abord les réponses que les Cubains essaient d'apporter. Ils ont, par exemple, fait une mutation économique importante en considérant qu'il ne fallait pas que l'État ait la main sur tout. Donc il y a des petites entreprises indépendantes qui se créent à Cuba. Bien sûr, les grands outils de production restent entre les mains de l'État, et puis ça reste encore marginal, tout ça, mais il y a des entrepreneurs privés qui s'installent. Et il y a tout un tas de métiers aujourd'hui qui peuvent être assurés par le privé. De la même façon, le tourisme, j'encourage, parce que le tourisme ne souffre pas de la situation dans la mesure où on fait un tourisme diffus, où on va aller chez l'habitant, où un foyer cubain a le droit d'avoir 2 chambres d'hôtes, et donc peut accueillir. Et tout ça, ça fait un revenu pour les Cubains qui sont dans la pire des difficultés. Et avec une forme d'organisation informelle, vous allez à La Havane, vous allez passer 3 nuits à La Havane dans une chambre d'hôte, on vous indiquera, il y a le cousin, ou on vous indiquera quelqu'un on vous fera un itinéraire, vous pouvez même, plutôt que d'aller vous louer une voiture, vous faites trimballer par un Cubain qui va vous amener d'un espace à l'autre. Il y a une forme de solidarité qui se fait, une chaîne qui se fait, une forme d'économie solidaire qui se met en place, qui est d'ailleurs reconnue par l'État,
l'État, hein, avec des licences et tout ça, et qui permet de passer des vacances extrêmement agréables à Cuba et sans souffrir de la situation économique qui est terrible aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il ne faudrait pas que les propos que je tiens découragent d'aller à Cuba. La difficulté quand même, c'est que le tourisme a beaucoup baissé, avec le Covid notamment. Le tourisme représentait à Cuba 25% du PIB, vous mesurez, hein, 25%. Avec le Covid, c'était catastrophique, ça s'est cassé la figure. Et il y a le plus grand mal pour redresser la barre. Les Canadiens sont revenus en 2023, sont revenus en nombre, mais au niveau, par exemple, des Français, il y a très peu de Français aujourd'hui qui partent en vacances à Cuba. Ça vient aussi que le transport a beaucoup augmenté. Je ne sais pas, s'il y en a qui sont allés à Cuba il y a 5 ou 6 ans, je pense que vous pouviez faire un aller-retour à 500 € ou 600 €. Maintenant, c'est 1400 €. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'Air France, eh ben, il en profite. Il se paie sur la bête, en quelque sorte. Donc il y a des difficultés pour remonter la pente au niveau touristique. En plus, ça, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont unifié leur monnaie en janvier 2022, juste avant la crise du Covid. Or, quand vous avez une monnaie unifiée, donc, parce qu'avant il y avait la monnaie touristique, en quelque sorte la monnaie pour le peuple cubain, il faut qu'il y ait rentrée de devises. Si vous n'avez pas de devises qui rentrent, l'économie ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas de l'argent qui vient de l'extérieur, ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand vous avez le blocus d'un côté et la baisse du tourisme de l'autre, vous voyez quelle situation ça peut créer. Et le problème qu'il y a eu, c'est que la révolution économique qu'ils ont faite quand même pour ouvrir au partenariat à l'entreprise privée, de façon très contrôlée, tout ça, c'est pas la Charlie, hein, c'est pas la Charlie, parce qu'il y a une bureaucratie qui est bien présente, même trop, à mon avis. Eh bien, le problème, c'est que ceux qui créent ces entreprises privées, qui ouvrent des restaurants, qui ouvrent des petites entreprises, qui font du service à la personne et tout ça, pour avoir l'argent, il vient d'où? Il vient de leurs cousins, de leurs familles, qui sont exilés à Miami. Et donc tout ça, il y a une espèce de circuit fermé qui se fait entre les exilés politiques, ceux qui sont à Miami aujourd'hui, maintenant c'est les exilés économiques d'ailleurs, de plus en plus, qui envoient de l'argent, ou qui viennent, parce que c'est compliqué pour envoyer de l'argent, et qui viennent aider financièrement leurs cousins, leurs frères, leurs enfants qui peuvent être à Cuba, pour créer des entreprises privées. Et c'est un cycle, en fait, qui, grosso modo, ne résout pas les difficultés économiques, puisque c'est un peu en circuit fermé. Donc, la situation est une situation, aujourd'hui, absolument gravissime. Et c'est pour cette raison que j'écris ce livre, et puis qu'au niveau du Parti communiste français, on a lancé cette grande initiative de solidarité avec Cuba. C'est une initiative qui a été lancée au Congrès, qui doit se développer, la preuve, ça se fait ici, mais pas seulement. Ce n'est pas une initiative qui doit rester une initiative communiste en tant que telle. Bon, ça peut être porté par des fédérations du parti, bien évidemment, mais c'est aussi s'appuyer sur les associations existantes. Vous avez ici France-Cuba, hein, si j'ai bien compris. Dans d'autres endroits, il y a Cuba Coopération. Ailleurs, il y a Cubaci. Il y a donc des associations de solidarité avec Cuba et surtout énormément d'organisations syndicales de la CGT qui sont mobilisées autour de ça. Énormément. Dans la banlieue parisienne, moi, j'ai été invité, par exemple, au congrès de l'Assemblée, je crois, on dit congrès, je crois que c'est l'Assemblée générale de la CGT du Val-de-Marne. Ils m'ont fait venir, j'ai fait une conférence comme ça devant le congrès de la CGT, et la plupart des fédérations CGT, des unions locales CGT sont très mobilisées par rapport à la solidarité avec Cuba. C'est le cas notamment des cheminots qui ont toujours été à la pointe, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la FNAF CGT, aussi l'alimentaire. Il y a énormément de fédérations CGT qui se mobilisent parce qu'ils ont compris l'enjeu de sauver la révolution cubaine, de ne pas admettre qu'il y ait un peuple qui soit asphyxié, qu'on fasse mourir dans le silence général. Et j'attire l'attention là-dessus. Donc l'objectif que l'on a, c'est, vous savez, il y a eu dans les années 90 ce qu'on appelait des bateaux pour Cuba. C'était notamment, le premier qui a lancé cette initiative, le bateau pour Cuba, c'était Georges Wolinski, et qui avait créé l'association Cubaci. Et ils ont fait plusieurs bateaux dans les années 90 pour apporter de la solidarité à Cuba. Nous, on veut apporter de la solidarité avec des containers.
On a des objectifs ambitieux de remplir des containers répondant aux besoins qui sont des besoins des Cubains. Par exemple, enfin, je dis ça, ça a dû arriver d'ailleurs dans les fédérations, ce qui est sollicité, par exemple des containers de pneus. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer des pneus pourris, bien sûr, mais récupérer des pneus qui peuvent être utilisables, voire qui ont été rechappés, par exemple, voire en acheter aussi. Et on peut trouver des pneus encore. Il y a quelquefois, on change de voiture, on conserve le pneu dans le garage et ils sont quelquefois encore en bon usage. Donc, donc des pneus de tout gabarit, de tout gabarit. Par exemple, des vélos. Là aussi, il ne s'agit pas d'envoyer des vélos pourris, mais on peut réparer des vélos ou qu'on n'utilise plus et tout ça, et puis remplir des containers de vélos, parce que c'est important. Le matériel chirurgical dont je parlais tout à l'heure. Il y a un besoin énorme par rapport à ça. Donc on est en train de rechercher les entreprises françaises qui fabriquent ça, et il faudra bien sûr les acheter. Il faudra les acheter parce qu'il y a aussi une solidarité financière, parce ça ne sera pas tout de la récupération, il va falloir faire des achats. Il y a par exemple, tout ce qui touche à l'épicerie, à l'alimentation, des choses qui se conservent aussi, qui peuvent être envoyées. Donc on essaie de recenser véritablement le matériel scolaire, le papier. Le papier, il n'y a plus de papier. On ne mesure pas à quel point il y a des difficultés au niveau de la scolarité. Lors d'un voyage, au niveau culturel aussi, j'ai un exemple qui m'avait beaucoup ému. Je visitais une école de musique. Et dans cette école de musique, ils nous ont dit, eh bien, au niveau des instruments, on a du mal aujourd'hui. Parce qu'il nous manque des instruments. Il y a même un prof de guitare qui nous dit, on n'a plus de cordes pour nos guitares. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des petites choses, des fois. Ne serait-ce envoyer des cordes de guitare, ça paraît bénin, quoi, je veux dire. Vous voyez, il n'y a pas de petite solidarité ou de grande solidarité. Donc c'est un appel, c'est pour ça que je tiens ces réunions. Le livre, qui ne me rapporte aucun fric, que je le précise quand même, enfin c'est évident, c'est un livre qui aide à la solidarité pour Cuba. Il sert de soutien à cette campagne parce que j'explique les choses dans ce livre. Et puis il y a les conférences que je tiens, comme aujourd'hui, en essayant de stimuler le fait qu'il faut développer la solidarité. J'en profite aussi dans le livre pour, bien sûr, montrer toute la démocratie cubaine, c'est important. Parce que les États-Unis, dans le blocus, s'appuient là-dessus, ils disent c'est un régime dictatorial. Et je compare, j'ai 2 chapitres, un qui montre ce que c'est que la démocratie occidentale. Je suis bien placé pour le savoir comme député avec l'usage de 49.3, entre autres, et la démocratie qu'on nous sert comme exemple. Et quand on va voir ce qui se passe au Brésil, au Pérou et tout ça, où ils ont appliqué un système démocratique avec des constitutions qui peuvent se rapprocher de la nôtre, on voit ce que ça donne en termes de respect des libertés. Et j'oppose, sans considérer que c'est un modèle, mais j'explique le bouillonnement démocratique qu'il y a à Cuba, qui est incroyable. Certes, il y a un parti unique, parce qu'on est en situation de guerre à Cuba. Je pense qu'il n'y avait pas le blocus, la situation de la démocratie cubaine aurait peut-être une autre dimension. Mais compte tenu de ce qu'ils vivent aujourd'hui avec le blocus, des attaques qu'ils subissent, le parti unique permet de maintenir le régime, mais en plus, ils développent une démocratie participative incroyable. Ils ont écrit une nouvelle constitution pendant des mois, 6 mois, je crois. Il y a eu des milliers de réunions dans le pays. Le texte d'origine a été complètement bousculé parce que le peuple a modifié le projet de constitution qu'on leur présentait. Et ensuite, il a été soumis à référendum. Moi, j'aimerais bien qu'en France, on mette en débat une constitution dans la population, dans les usines, dans les universités, dans les quartiers, dans les villages, enfin, etc. Et qu'ensuite, on présente en référendum un projet de constitution, et bien c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait des choses incroyables, par exemple, dans leur projet de constitution, il y avait toute une partie qui concernait le droit de la famille. Ils voulaient faire la mentalité cubaine, comme toute la mentalité d'ailleurs d'Amérique latine, est une mentalité assez conservatrice. Certes, il y a eu la révolution, mais le peuple cubain reste très marqué par le catholicisme, d'ailleurs, et par un côté conservateur. Et quand les articles
sur le code de la famille qui était dans la Constitution, dans le projet de Constitution, ont été écartés. Ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. Ce qui s'est fait, ils ont remis en débat. Ça a duré 2 ans. Un débat sur le code de la famille, où il y a eu de la discussion collective, il y a eu des échanges, il y a eu un travail de conviction. Et aujourd'hui, ils ont fait voter un nouveau code de la famille en référendum aussi, qui d'ailleurs, si j'ai regardé les résultats, si on regarde par rapport aux inscrits, c'est juste passé à un peu plus de 50%, 65% des votants, mais si on regarde le nombre d'inscrits, c'est-à-dire que ce n'était pas évident avec le mariage homosexuel, avec même des choses qui vont beaucoup plus loin que nous on pouvait le souhaiter, la gestation pour autrui, même si c'est très contrôlé. Et ils ont un code de la famille aujourd'hui qui est le plus avancé de toute l'Amérique latine. Mais ça, c'est le résultat de discussions démocratiques, d'échanges avec la population, de réunions de quartier, dans les universités. C'est un exemple que l'on pourrait avoir. Et avec même des choses originales, par exemple, comme ils sont très attachés, la femme, bien souvent, pouvait être gênée dans son épanouissement, parce que comme toujours, comme c'est le cas chez nous aussi encore trop souvent, c'était elle qui avait la charge de la famille. Et notamment, avec les naissances, c'est elle qui restait, il n'y avait pas de congé parental pour les hommes. Bien sûr, ils ont mis le congé parental pour les hommes, pour que la femme puisse continuer à avoir son épanouissement professionnel dans la société cubaine. Et ils ont même créé, moi ça m'a fait sourire, congé parental pour les grands-parents, en disant si le père et la mère, pour des raisons professionnelles, de leur vie propre, ne pas, c'est les grands-parents qui peuvent assurer ça. Là aussi, c'est des anecdotes peut-être, mais qui montrent à quel point l'intelligence collective peut faire évoluer les choses, et c'est ce qui a été le cas. Donc il y a une forme de démocratie très forte qui existe en fait à Cuba. Voilà, c'est un résumé que j'ai fait après en échange, que je peux parler des heures. Hein. Je sais pas, j'ai parlé une demi-heure, pas plus, c'est bon ? Parce que Merci André. Nous avons un deuxième micro. Et donc il s'agit de lever la main et puis de faire passer. Moi je suis informaticien. Alors ce qui serait pas mal, c'est qu'on a beaucoup de PC qui arrivent en fin de vie, mais qui fonctionnent encore très bien, et qui pourraient tourner avec des systèmes Linux. Je ne sais pas si vous connaissez, qui ne dépendent pas des GAFAM et qui pourraient leur servir pendant de nombreuses années. On peut récupérer comme ça. Voilà. Comme si une observation très bien. Oui, alors moi j'ai 2 questions importantes. Le fait que, par exemple, tu as pris l'exemple de la SNCF qui était prête à travailler, à améliorer le système ferroviaire cubain, le fait des lois américaines, la SNCF se retire parce que le problème c'est que finalement, pratiquement toute l'économie occidentale dans le monde est liée aux États-Unis. Oui. C'est ça. Parce oui. que quand tu dis ils vont passer devant la justice, on n'a rien à faire des États-Unis, j'en ai rien à foutre de la justice américaine, c'est ce que tu pensais. Mais quand c'est une entreprise, c'est ça le problème. C'est par exemple la SNCF a peut-être des accords avec les États-Unis. C'est ça. Et si ils continuent à travailler avec Cuba, ça risque de leur retomber dessus. Oui, donc c'est ça le fond, c'est peut-être ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est le problème de l'économie. C'est-à-dire que finalement, à se lier toujours avec les États-Unis, finalement ça retombe sur les entreprises. D'accord. Deuxième question, par rapport à l'ONU. Est-ce que à l'ONU, ce blocus arrive à être soulevé? Évidemment, je me doute que comme pour que les choses changent, c'est ce qu'on appelle les 5, 6, le Conseil de sécurité, c'est ça, permanent. Oui, permanent, voilà. Comme dedans il y a les États-Unis et puis les pays occidentaux, comme la France, l'Angleterre, tout ça, ça doit être toujours non si on soulève. Mais est-ce que, par exemple, l'Assemblée Générale a déjà. Oui, je vais en parler. Est-ce que l'Assemblée Générale a déjà voté, soulevé le problème de. Bien sûr. De blocus. Voilà.
je peux répondre à ça ou c'est là-dessus? Parce que d'habitude, j'en parle. Est-ce que je vais répondre peut-être. Alors d'abord sur les ordinateurs, bien évidemment. Je pense qu'au niveau des ordinateurs, ça peut rentrer dans des actions de solidarité, ça. Oui. Vraiment. Vraiment. Voilà, je vais revenir sur les 2 points, parce que moi-même, au début, quand je me suis plongé là-dedans pour écrire le livre, j'avais du mal à comprendre pourquoi le droit américain, notamment je peux prendre l'exemple des 3 lois, la loi de commerce contre l'ennemi, la loi Torricelli de 1992 et la loi Helms-Burton de 1996, mais qui a été réactivée par Trump. Pourquoi cette législation purement américaine est appliquée à l'ensemble de la planète? La question, elle est là. Pourquoi il y a ce que l'on appelle l'extraterritorialité du droit américain? Ça tient, en un mot, c'est le dollar. Il y a actuellement dans le monde 70% des transactions commerciales qui se font en dollars. Et dans la mesure où quelque entreprise que ce soit, quelque organisme que ce soit, quelque banque que ce soit, à un moment fait usage du dollar, il est soumis à la législation américaine. C'est quelque chose d'incroyable. Et ils ont mis en place, là aussi je cite ça dans le livre, une panoplie de lois de façon à ce que rien ne leur échappe. Rien ne leur échappe. Même une banque française, il y a un espionnage des Américains, on disait, même un fax, à l'époque où il y avait le fax, qui faisait apparaître Cuba, ils mettaient la main dessus. Les échanges mails, les transactions financières, tout, absolument tout est contrôlé par les États-Unis. Ils ont un pouvoir de pénétration dans les banques, dans les entreprises, au niveau de tout ça, qui fait que quasiment rien ne leur échappe et qu'une entreprise qui va courir le risque de commercer avec Cuba en utilisant par ailleurs des dollars, ou alors en faisant du commerce avec les États-Unis, si par exemple ils ne respectent pas la loi Torricelli sur les 10% de composantes américaines, elle est poursuivie devant la justice. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et donc, ça fait que la réglementation européenne et des États-Unis s'applique à toutes les entreprises du monde. Alors bien sûr, s'il y a des échanges d'État en État entre la Russie, la Chine, par exemple, que ce n'est pas des entreprises qui commercent avec les États-Unis, ça peut toujours se faire. Ça peut toujours se faire. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas dire qu'il y a un blocus complet, mais ça reste extrêmement limité, très onéreux, ce type de... Voilà. Et donc, certains me disent, il y a par exemple les BRICS. Les pays des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est les pays qui ont créé ce qu'on appelle le BRICS. Et il y en a 7 autres, là, qui les ont rejoints récemment. Donc on me dit, mais dans ce cas-là, il faut que le commerce cubain se fasse avec les BRICS, et si bien pour sortir de la domination des États-Unis. Il y a un article, si certains d'entre vous lisent, Le Monde diplomatique. Il y a un très bon article sur le monde diplomatique, je crois que c'était au mois de juillet. Je crois que c'était en juillet. Ou peut-être août, je ne sais plus. Qui explique qu'en définitive, les États, les BRICS, qui ont aujourd'hui au niveau mondial un commerce supérieur au G7, par exemple, mais pour autant continuent à utiliser le dollar. Et il n'y a pas de monnaie alternative au dollar pour le moment. Et dans la mesure où c'est le dollar qui domine les transactions commerciales, eh bien ça rend la réglementation, la législation américaine applicable à tous ceux qui utilisent le dollar. Et inutile de dire qu'une entreprise, non seulement, même si au pire,
elle ne paye pas la transaction financière, enfin, elle ne paye pas la pénalité qui lui est imposée par la juridiction américaine. Inutile de dire qu'elle ne pourra plus jamais faire de commerce avec les États-Unis et avec beaucoup d'autres pays. Donc c'est vite choisi. C'est vite choisi. Et on aboutit, je cite quelquefois l'exemple des bateaux de croisière. Il y avait des bateaux de croisière qui arrivaient à La Havane. On les critique beaucoup pour des questions environnementales, mais ces bateaux de croisière, quand ils arrivent à La Havane, ils déchargeaient des milliers de passagers qui passaient la journée à La Havane, qui faisaient travailler le commerce local. Le soir, ils repartaient. Il n'y a plus un bateau de croisière à La Havane. Tout simplement parce que tous les quais du port de La Havane et de l'ensemble des ports cubains ont été nationalisés à la Révolution, et donc des compagnies de croisière ont été condamnées il y a 6 ou 7 mois à 400 millions d'euros de pénalités par la justice américaine. Inutile de dire que personne ne va s'amuser à décharger des touristes dans des bateaux de croisière à La Havane. Et il n'y a rien qui y échappe. Les seuls qui arrivent à y échapper, on a 2 exemples d'entreprises françaises. Il y a Bouygues. Mais Bouygues, ils ont créé, ce que j'ai discuté avec les dirigeants de Bouygues à La Havane, ils ont créé une société complètement étanche. Une société complètement étanche qui n'a rien à voir avec le groupe Bouygues et qui donc n'a jamais lâché Cuba. Ils sont arrivés à avoir jusqu'à 3000 salariés Bouygues à Cuba. Aujourd'hui, ils sont descendus à 800, parce qu'il n'y a plus d'argent pour mener les grands chantiers. Bouygues a tenu la barre, parce qu'ils ont une puissance juridique, si on peut dire, capable de se protéger sur la justice, de mise en cause par la justice américaine. Et l'autre, c'est Pernod Ricard, et qui pourtant est poursuivi régulièrement par la justice avec Havana Club, par la justice américaine. Et pour le moment, ils ont gagné les procès, parce que le possesseur des distilleries d'Havana Club, j'ai plus le nom là en tête parce que j'ai pas mes fiches avec moi, qui est un exilé aux États-Unis, poursuit Pernod Ricard pour exploiter des biens qui ont été des biens nationalisés. Mais sorti de ça, c'est extrêmement compliqué. Vous avez Total qui était à La Havane, qui a quitté La Havane. Je citais la SNCF, je citais ADP, et de nombreuses entreprises agroalimentaires, par exemple, qui étaient françaises, qui étaient à La Havane, se sont retirées. Et pas une banque française n'est à La Havane. La seule, ça m'est revenu le nom, une petite banque qui s'appelle De Lubac, paraît-il, qui continue. Certains passent par cette banque De Lubac, toute petite banque française, qui doit avoir aucun lien avec les États-Unis. Mais c'est cuit sinon. C'est cuit. Voilà la situation telle qu'elle est. Ça, c'est sur le premier point, pour bien comprendre. Pourquoi il y a cette situation, l'extraterritorialité du droit américain. Ensuite, sur l'ONU. Les premières délibérations de l'ONU pour condamner le blocus à la demande de Cuba se sont faites, je crois, c'est en 1992, je crois, les premières. Il y a eu, c'est bien simple, il y a eu, on en est au mois de novembre dernier, c'était la 29e délibération de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander la levée du blocus. 29e. Les premières, en 1992 et les années qui ont suivi, il y avait une dizaine de pays qui s'opposaient à la levée du blocus, et puis il y avait peut-être 40 ou 50 pays qui s'abstenaient, parce qu'ils étaient sous la coupe des États-Unis, qui s'abstenaient. Aujourd'hui, au mois de novembre, à l'ONU, il y a seulement, comme toujours, 2 pays qui sont contre la levée du blocus, c'est les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël. Et il y a un seul pays qui s'est abstenu par soutien aux États-Unis et à Israël, c'est l'Ukraine. Ça peut faire réfléchir et faire comprendre certaines choses. C'est d'autant plus pour moi, pour nous, c'est d'autant plus scandaleux que pendant 20 ans, à la suite de Tchernobyl, les enfants ukrainiens ont été soignés gratuitement par la médecine cubaine. On évalue à 15 000 enfants ukrainiens qui se sont rendus à Cuba, qui ont été accueillis à Cuba. 21 ans exactement, ça a duré. J'ai vérifié il y a 2 jours les dates. 15 000
enfants victimes de Tchernobyl qui ont été soignés par la justice cubaine, par la médecine cubaine. Et aujourd'hui, l'Ukraine est le seul pays à s'abstenir et à ne pas demander la levée du blocus aux côtés d'Israël et des États-Unis. Je dis ça au passage. C'est pour dire qu'il y a... Alors ça pose un autre problème. C'est le problème des résolutions de l'ONU qui ne sont jamais appliquées. Et je compare assez souvent, d'ailleurs, je faisais le compte, je dis ça fait 29 donc, résolutions sur la levée du blocus de Cuba. C'est à peu près le nombre de résolutions qui est prise par les États-Unis par rapport à la Palestine. On est à peu près dans le même nombre, avec le Conseil de sécurité et tout ça de l'ONU. Et c'est jamais appliqué. Donc on a le résultat qu'on connaît au niveau des Palestiniens, et on a le résultat qu'on constate aussi au niveau du blocus des États-Unis, dans une espèce de silence général, où on se donne bonne conscience, et c'est le cas de la France, en votant, bien sûr, pour la levée du blocus. La France vote pour la levée du blocus, mais une fois qu'elle a voté pour la levée du blocus, elle ne fait rien, et les États de l'Union européenne ne font rien, et se plient aux sanctions américaines, et appliquent l'extraterritorialité du droit américain, alors qu'on aurait des lois, y compris en France, qui pourraient permettre de bloquer les choses. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'impérialisme qui domine encore et qui aboutit à cette situation. Voilà pour les deux questions. Continuez. Hein. Ouais, moi je voulais... j'ai lu le livre, ton livre avec intérêt. Je suis militant à France-Cuba, donc je connais un petit peu la situation. Et avec intérêt, j'ai très fourni, et en même temps inquiétant sur l'avenir de la Révolution. Beaucoup plus que je le pensais. Ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. Moi j'ai été il y a encore quelques années à Cuba en brigade de solidarité, plusieurs semaines. J'ai rencontré des associations, des organismes, j'ai vécu avec des Cubains. J'ai été impliqué dans un CDR, le comité de la Révolution, qui sont chargés de s'assurer que la Révolution elle est bien appliquée à chaque point de rue, dans chaque ville, c'est impossible. Et il y avait un enthousiasme que j'ai pas retrouvé dans le livre, parce que je pense que la situation a changé, mais on fêtait la Révolution tous les soirs. C'était un peu ça. Le soleil, la musique, le rhum, mais bon, c'était vraiment, ça donnait envie, quoi. Et là, je pense qu'on est dans une situation où s'il n'y a pas la solidarité que tu expliquais, ils vont crever. C'est ça qui va se passer. Il y a une telle, une telle pression des États-Unis. Moi, j'ai encore des liens quand j'apprends que, par exemple, il y a des bateaux qui sont bloqués au port de Mariel avec des marchandises parce qu'ils n'ont pas les devises pour payer et qu'ils attendent pour que les bateaux soient déchargés, que les devises arrivent. Et quand les devises arrivent, la marchandise est pourrie dans le bateau. C'est ça qui se passe des fois. Elle est déchargée pourrie et que, en fait, les Cubains, ils n'en profitent pas, quoi. Donc, ils sont vraiment dans une situation. Moi, je veux dire, la dernière fois que je suis allé, on allait dans les magasins, il y avait la crypto-monnaie, Terminé. On resté lié. Oui, je sais, c'est bien. On arrive à rester lié. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas cette solidarité, nous on s'y active un peu, puisqu'on a un compteur qui est en route. À France-Cuba, avec les copains du Loiret, on essaye de remplir un garage. Et en même temps, ce qui m'interpelle, c'est quand même ces sociétés-là. Parce que cette loi d'extraterritorialité, c'est quand même dingue qu'un pays comme qu'un seul pays empêche tous les autres pays de commercer avec les gens. Parce que c'est ça quand même. Et moi, je me dis que ces entreprises comme la SNCF et encore de Paris Université, je veux dire, l'État, il a des parts là-dedans. Comment ça se fait qu'il ne met pas le poing sur la table et quelle pression on peut exercer sur le gouvernement, y compris sur la Commission européenne, pour qu'ils disent à un moment donné, je veux dire, ça suffit,
on est un des États souverains, on a le droit de commercer avec tout le monde. C'est ça. Pourquoi, quelle pression il faut qu'on fasse là? Oui. Voilà, merci. Je réponds tout de suite ou non Oui, on va peut-être écouter plusieurs questions. Oui, c'est bien. Merci. Bon, Dominique, mon camarade Dominique, tu as dit des choses que j'allais aussi un peu dire, mais je vais le dire à ma façon. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup, André Chassaigne, d'avoir fait ce livre. Ce livre, je trouve qu'il tombe à pic. Moi aussi, je fais partie de France-Cuba. Je suis allée à Cuba 3 fois, en 2002, en 2017, en 2018. Et quand j'ai lu votre livre, je suis arrivée à la réunion du bureau de France-Cuba en disant à mes camarades, mais ça m'a réveillée. Ça m'a réveillé ce livre parce que en 2018, effectivement, à Cuba, c'était pas rose pour tous, hein, mais il y avait quand même la perspective que ces objectifs révolutionnaires allaient porter la société cubaine. Il y avait des choses quand même qui nous avaient un peu interpellés, c'était que, par exemple, nous étions dans une chambre chez l'habitant, parce que quand on va à Cuba, on ne va que chez l'habitant. Eh bien, il y avait une dame qui était pédiatre, qui avait décidé d'arrêter son métier de pédiatre pour ouvrir sa chambre d'hôte, parce qu'elle gagnait plus d'argent avec ce secteur du tourisme que dans ce métier qu'elle aimait beaucoup. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc effectivement, ce livre, il m'a réveillée, ce livre, il m'a mis en colère, mais profondément en colère. C'est un petit peu ce que vous exprimez et ce qu'on exprime les uns et les autres par rapport à l'hégémonie des États-Unis. Et alors, c'est vrai que chaque année, on fait notre assemblée générale de France-Cuba, ici, dans le Loiret, et nous invitons souvent l'ambassade. Et les ambassadeurs, les uns et les autres, nous disent toujours « Cuba a besoin de plusieurs sortes de solidarité. La solidarité politique, pour soutenir la révolution cubaine. Ils nous disent aussi, vous, dans votre pays, quand vous vous battez pour vos revendications, contre la loi contre l'immigration, par exemple, tous les combats que vous menez, ça compte également pour nous, Cubains. Donc oui, solidarité politique, c'est très important. Je crois qu'il faut qu'on continue de la mener. Et je crois que ce soir, avec vous, c'est ce qu'on fait. Solidarité, vous en parliez tout à l'heure, c'est important d'y aller à Cuba quand on peut. Parce que c'est important de voir Cuba, de voir, d'abord c'est une île magnifique et il faut rencontrer les Cubains. Solidarité financière, effectivement, à France-Cuba, on est en train d'appeler au remplissage d'un container, vous pouvez voir sur notre stand, c'est marqué. Mais alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici dans le Loiret, mais dans notre pays, pour interpeller davantage nos élus, nos politiques? Il y a eu des choses intéressantes de fait au niveau européen. Il y a eu une pétition contre le blocus. Pourquoi est-ce que l'Europe s'est emparée de ce combat? C'était pour Cuba, mais c'était aussi pour l'Europe. Parce que les sociétés européennes pâtissent elles-mêmes du blocus cubain. Cette pétition, elle a quand même remporté plus d'1 million de signatures. Donc, ce qui lui permet, il me semble, je crois, d'être discutée au Parlement européen. Il y a eu aussi une autre initiative très intéressante, c'est le Tribunal des peuples, le Tribunal international, qui s'est tenu à Bruxelles il n'y a pas longtemps, à Bruxelles, avec plein de juristes, où finalement les effets du blocus ont été décrits par des juristes internationaux, condamnés par des juristes internationaux. Et puis, donc, on parlait de l'Assemblée générale de l'ONU tout à l'heure, là on parle d'un tribunal, mais effectivement, toutes ces décisions, cette condamnation forte que le tribunal international a fait par rapport au blocus, ce n'est pas contraignant. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Il faut qu'on interpelle, je ne sais pas comment, je crois que c'est peut-être une soirée comme celle-ci qui peut nous permettre d'échanger ensemble, à la fois pour Cuba, mais aussi à la fois pour notre indépendance, nous, et aussi à la fois contre l'hégémonie des États-Unis. En tout cas, je vous remercie énormément. Votre livre, on se l'est souvent dit avec mes camarades de France-Cuba, c'est une mine. On y trouve plein de choses sur l'histoire et sur l'histoire du blocus. Merci. Merci. Très bien.
enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir est-ce que je tapais pas un peu trop fort. Donc j'ai bien essayé de mettre un peu de poésie au milieu de tout ça pour essayer de détendre les choses. Mais je crois que c'était nécessaire pour créer un électrochoc. Alors, les Cubains, je pense qu'ils apprécient qu'à demi mon livre. Parce que l'ambassadeur de Cuba en France, que je connais bien, hein, en gros, j'ai pas eu trop de retours parce que j'ai l'impression que pour le moment, là, ils se mettent un peu un masque sur la tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème tout de suite. C'est une citadelle assiégée, en fait. Et comme citadelle assiégée, ils se replient, ils serrent les muscles, et ils pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir de cette façon. Mais la situation est grave. Je cite dans le livre le nombre de départs de Cubains je crois que c'est le chiffre 2022 que j'ai dû mettre. Oui, en 2022. 500 000 Cubains sur 11 millions ont quitté l'île en un an. Et dans la réalité, je n'ai pas mis le chiffre dans le livre, l'ambassadeur de Cuba en France me disait, André, tu sais, en réalité, c'est plutôt 700 000 que 500 000. La situation est tellement difficile que la seule possibilité de s'en sortir, c'est de partir et d'envoyer de l'argent après. Ce n'est pas un exil politique, contrairement à ce qui a pu se passer après la Révolution, où il y a eu des flots de départs qui étaient des départs pour des raisons politiques contre le régime, parce qu'il y avait la nationalisation et tout ça, pour des raisons économiques. Et d'ailleurs, au passage, il faut savoir qu'il y a liberté de circulation. Ce qui veut dire que les Cubains qui veulent partir, ils partent. Contrairement à ce qui peut se dire, certains s'imaginaient que c'est une espèce de prison, en fait. Non, pas du tout. Ils partent. Non seulement ils partent, mais ils reviennent de temps en temps, notamment pour se faire soigner par la médecine cubaine, pour ceux qui sont aux États-Unis. Mais la situation est extrêmement difficile. Et il faut mesurer les conséquences que ça peut avoir. On me citait l'exemple il n'y a pas longtemps, puisque je suis branché sur cette histoire des cheminots, là, de la remise en état du chemin de fer, du chemin de fer cubain en lien avec la CGT des cheminots notamment. Il y a beaucoup qui travaillent là-dessus. Eh bien, le directeur d'un site, d'un atelier ferroviaire cubain, du jour au lendemain, les ouvriers se présentent, il n'était plus là. Il n'était plus là. Je discute avec au niveau culturel, une troupe de théâtre qui montait un spectacle. Du jour au lendemain, vous avez des comédiens qui disparaissent. Ils sont partis. À tous les niveaux. La médecine, il faut comprendre que les Cubains produisent des ingénieurs, produisent des médecins de haut niveau et tout ça. Il y a la tentation d'être capté, bien évidemment, et pourtant il y en a très peu, hein, en ce qui concerne la médecine. Mais il y en a quand même qui partent aux États-Unis ou ailleurs pour toucher des salaires faramineux par rapport à ce qu'ils peuvent gagner, à Cuba, parce que certains des médecins de haut niveau arrêtent, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Et donc ils préfèrent tenir une chambre d'hôte et tout ça que de pratiquer, ou alors ils font les deux, souvent. Ils font les deux. Donc la situation est gravissime. Alors est-ce qu'il fallait le dire? Moi j'ai pensé qu'il fallait le dire quand même, avec l'objectif de créer un élan de solidarité. Parce que véritablement, ce qui se passe est vraiment catastrophique en fait. Alors, il y a la jeunesse, bien sûr. Il faut savoir qu'actuellement, 60% des Cubains n'ont connu que le blocus. Il y a les plus âgés qui, eux, ont vécu les effets positifs de la Révolution. Il y a encore de la chance, enfin, si on peut appeler ça de la chance, ou le fonctionnement de la société cubaine est très intergénérationnel. Et comme il y a des problèmes de logement, dans la même maison, vous allez trouver quelle génération.
Et donc il y a les plus anciens qui transmettent toujours des messages sur ce que représente la Révolution et surtout sur ce que pouvait être le pays avant la Révolution. Mais avec la jeunesse, comme tout ça, c'est en train de se diluer. Il y a accès libre à Internet, les jeunes sont toujours le nez sur leur téléphone, et il y a l'attrait de l'Occident. Et une campagne, il y a le blocus, donc une guerre économique, mais il y a aussi une guerre de communication terrible. Les États-Unis déversent des millions de dollars pour alimenter une campagne continuelle pour conduire les Cubains à se révolter contre leur gouvernement. C'est une véritable guerre, en fait. Dans un article que j'avais écrit, j'appelle ça une guerre sans nom. C'est une guerre que mènent les États-Unis. Et face à ça, il faut résister. Voilà. Oui, mais on a le temps, hein. L'essentiel, c'est que je boive un coup après, moi. J'avais une question, j'ai noté sur un papier, mais tu as répondu en partie. Par contre, ceux qui sont appâtés par l'autre côté, moi je pense notamment aux jeunes diplômés des ingénieurs. Est-ce qu'ils ont encore cet ADN, cette culture de la résistance pour ne pas se laisser appâter? Parce que bon, les jeunes diplômés des ingénieurs sont quand même, à brève échéance, ceux qui vont remettre en place ce pourquoi il y a eu la révolution. Et s'ils partent, ça va être dur. C'est exactement ça. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça. On voit où il y a des guerres actuellement, ceux qui s'exilent, c'est pas le cordonnier, c'est pas le charpentier. C'est le diplômé, notamment les jeunes diplômés. C'est ça. Mais il reste quand même une faculté de résistance incroyable. Parce que 60 ans de blocus, c'est impensable que ça tienne toujours. Ça veut bien dire qu'il y a encore une conscience qui reste. On peut prendre l'exemple des brigades médicales Henri Rive. C'est des brigades de médecins qui se déplacent dans tous les pays du monde, qui interviennent là où il y a une catastrophe naturelle ou des pays qui font appel à eux parce qu'il y a de la désertification médicale. Il y a très peu de ces médecins, infirmiers, personnels de santé, qui partent. Il y a très peu de ces médecins qui ne reviennent pas. Vous allez dire peut-être qu'ils sont bien choisis au départ, mais bon. Hein, c'est-à-dire qu'il reste cet attachement à la révolution cubaine quand même. Mais le temps passe, combien de temps ça va tenir? Voilà. Je pense que pendant longtemps, enfin ça a été mon cas, je veux bien faire mon autocritique, c'était une forme d'attachement, il y avait un côté légende un peu, la révolution cubaine et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout ça. Et on s'est un peu laissé endormir par ça, je pense, sans prendre conscience que petit à petit, les États-Unis, ils arrivaient à une asphyxie quasiment totale de l'économie cubaine. Et ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense qu'il fallait un électrochoc, en fait. Il fallait un électrochoc. D'ailleurs, il est très peu répercuté par la presse. On a envoyé le livre aux organes de presse, mais jusqu'à maintenant, il y a eu le Mag à la montagne, puisque c'est le journal, et chez vous, puisque ça a dû paraître chez vous aussi sur Centre France, hein, il y a eu un article dessus, mais il y a très peu, il y a très peu d'articles de presse ou d'émissions télé qui m'invitent, parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui est faite là-dessus. Et la réalité, elle est comme ça, quoi. Donc ça dépend aussi de nous tous, quoi, pour essayer de diffuser tout ça. Pas d'autres questions? Ah. Oui, moi j'avais une question par rapport au rôle du Brésil. Est-ce que la victoire de Lula au Brésil peut espérer bousculer un petit peu les choses? Bon, tu vas me dire avec l'Argentine, maintenant ça va être un peu mort pour quelques années.
Mais bon, le rôle du Brésil, puis quand même un certain nombre de gouvernements progressistes en Amérique latine, peut-être que ça peut contribuer à faire bouger les choses. J'ai aussi voulu savoir le rôle de la Chine, comment elle se positionne là-dessus. Est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Alors on sait qu'il faudrait une monnaie alternative, ça en parle, mais c'est très loin d'aboutir pour le moment. Mais au niveau diplomatique, est-ce qu'il pousse? Et enfin, est-ce qu'il y a est-ce qu'au sein de la société cubaine se développe une opposition au gouvernement à l'heure actuelle? Est-ce que les Américains ils arrivent à trouver des relais sur place de plus en plus? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ou est-ce que là, je pense qu'il y a toujours un soutien majoritaire de la population, mais bon, ce qu'on a dit là, ça reste quand même. Si les Américains commencent à pouvoir avoir des relais, mais ils en ont toujours eu. Mais là, est-ce que ça se développe avec la situation actuelle? Voilà. Et autre chose, dernière question. Est-ce qu'il y a des systèmes un peu d'entraide illégaux qui se mettent en place? Parce que bon, peut-être qu'il faut aussi utiliser des moyens illégaux. Enfin, je ne veux pas demander là des noms d'entreprises qui font des choses illégales, mais est-ce qu'il y a des gouvernements, des entreprises qui peuvent violer le blocus américain, etc., qui le font? Est-ce que ça apporte quelque chose? Enfin, est-ce que ça existe? Ceux qui ont la volonté politique de le faire, le font. Par exemple, le Canada contourne le blocus, mais de façon légale. Ils ont trouvé, parce au niveau juridique, ils ont trouvé notamment les moyens d'échapper à des condamnations des États-Unis, notamment on trouve des banques canadiennes ou des banques espagnoles. Ça montre bien que s'il y avait une volonté politique dans un pays comme la France, notamment, et on pourrait résister. Encore faut-il du courage, de façon à ce qu'une banque, par exemple, elle soit accompagnée par l'État français. Mais aujourd'hui, plus personne ne court le risque, parce qu'il n'y a pas cette volonté-là, en fait. Et je dirais de façon légale. Après, le système cubain lui-même, compte tenu du blocus et des contraintes, c'est un système de la débrouille. Et c'est justement qu'ils ont modifié leur système économique pour qu'une économie informelle qui avait tendance à trop se développer soit une économie réglementée, ou on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont des chambres d'hôtes, j'appelle ça des chambres d'hôtes, bon, eh bien, c'est tout à fait réglementaire, ils ont une licence qui déclare et tout ça, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu cette réforme économique, il y avait une aggravation du travail souterrain, en fait, non déclaré. Comme d'ailleurs, en Amérique latine, c'est presque partout qu'on a ça, l'économie souterraine, en fait. Hein. Donc, il y a ça. Excuse-moi, sur ce que je voulais répondre au reste, il y avait au début... La Chine. La Chine, c'est comme tout. C'est vrai qu'il y a des échanges commerciaux avec la Chine, mais d'une part, ça coûte cher. Ça coûte cher en termes de transport et tout ça. Et la Chine, dans les liens, ils ne font pas bien d'idéologie. Hein. C'est-à-dire, la Chine est capable de résister à la pression des États-Unis, mais pour autant, ils ne vont pas faire preuve d'une solidarité internationaliste. Hein. Ils font du commerce. Pour l'essentiel, ils font du commerce. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une présence chinoise qui est plus importante année après année, pour essayer de compenser le vide qui est lié au blocus états-unis. Par exemple, il n'y a pas de voitures, les voitures françaises, il n'y en a plus, parce que c'était racheté par un groupe, comment il s'appelle, le groupe américain, qui a racheté Peugeot et tout ça. C'est oui, maintenant on est sous la main des entreprises américaines, et nos entreprises automobiles ont plus de 10% de composantes américaines. Donc ça pose on ne trouve plus d'automobiles françaises à Cuba aujourd'hui. C'est impossible avec le blocus. Mais tu avais dit autre chose avant. Hein? Ah oui, alors le problème c'est qu'il y a... Moi aussi je pensais un peu ça. J'avais fait le point, je crois qu'il y a à peu près 11 États d'Amérique latine qui sont progressistes, enfin, à des niveaux différents bien sûr, hein, mais avec quand même beaucoup de fragilité. Parce que, on prend l'exemple du Pérou, je cite cet exemple dans le livre, le président du Pérou, qui était communiste en fait, du moins progressiste, il s'est fait, les grandes entreprises péruviennes ont dit que c'était un plouc communiste, il est en prison tout de suite. On a vu ce qui s'est passé à Brésil, et avec le retour de Lula, c'est un retour fragile encore. Donc on ne retrouve pas encore l'aide qui était apportée notamment par le Brésil. Par exemple, il y avait, je crois, 8000 médecins cubains
qui étaient au Brésil et qui ont été renvoyés. Après, comment il s'appelle Bolsonaro. Est-ce que les médecins cubains pourront revenir au Brésil? Parce que tout ça, c'est de l'argent aussi. Si vous avez des brigades cubaines qui vont, le Brésil va, en contrepartie, enverra des produits à Cuba. Mais c'est vrai que pour le moment, on ne ressent pas le reflux, disons, de progressistes qui est en train de... C'est irrégulier, bien sûr, mais quand même qui existe dans plusieurs États d'Amérique latine. Même s'il y a une solidarité effective, on ne peut pas dire qu'il y a encore beaucoup d'effets. Quant au Venezuela, qui a beaucoup aidé Cuba pendant plusieurs décennies, aujourd'hui est encore en grave crise économique et ne peut plus aider Cuba comme il l'aidait avant, quoi. Donc ça aide, ça aggrave aussi la situation, tout ça. Il y a tout, quoi. Il y a tout qui y est mis. Le Covid, ce qui s'est passé dans plusieurs États d'Amérique latine, le blocus, tout se met derrière et ça crée une situation qui est catastrophique, quoi. Il me semble que tu avais dit autre chose, non? Non? Peut-être pas. Ah oui, je voulais parler de ça. Voilà. Je voulais parler de ça. Il y a une opposition qui est énormément financée par les États-Unis. Là aussi, dans le livre, je donne les chiffres, je ne les ai pas en tête. Hein. Je donne les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a des organismes américains qui déversent des millions de dollars pour alimenter une opposition et qui essaient de créer des révoltes. La dernière qui a eu lieu, c'était le 11 juillet 2022, 11 juillet 2022, où il y a eu à Cuba des manifestations qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ce n'est pas des milliers, hein, ce n'est pas les gilets jaunes, mais c'est quand même, dans plusieurs villes cubaines, il y a eu donc des défilés, il y a eu la remise en cause du régime et tout ça. Et ils ont répondu, le gouvernement cubain, de façon extrêmement autoritaire. Et il y a y compris encore, depuis le 11 juillet 2022, il faut le dire, il y a des prisonniers politiques à Cuba, parce qu'ils n'étaient absolument pas habitués à ça, et puis ils ont voulu fermer la cocotte minute, quoi. Donc ça, c'est aussi une réalité. Pour le moment, c'est limiter l'opposition, parce qu'en plus, c'est ceux qui dirigent l'opposition, ils sont très mal vus du peuple cubain. Dans la mesure où c'est des gens qui vivent bien et touchent des subsides des États-Unis, l'opposition cubaine intérieure. Mais c'est vrai que ça entraîne des atteintes aux droits d'expression et aux libertés. Ça, il ne faut pas le cacher. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Hein. C'est aussi une réalité. Mais encore une fois, parce qu'on est dans une situation de guerre, en fait, avec le blocus. Oui. Moi, je suis très pessimiste sur l'avenir des pays d'Amérique latine. Et je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, on peut encore parler de pays progressistes ou de pays conservateurs, etc., etc., parce que tous ces pays-là sont gangrénés par les gangs, par la drogue, par la violence, par la corruption, par l'inflation. Et le cas malheureusement de l'Argentine, je crois que ça va se reproduire dans beaucoup d'autres pays. On le voit ces jours-ci avec l'Équateur. Donc, moi je suis très pessimiste sur l'avenir de tout le continent latino-américain et centro-américain. Voilà. Je partage assez. Il n'y a pas que chez eux d'ailleurs. Je veux dire, en Europe aussi, on est bien servis. D'autres interventions? Allez. Dans quelques mois, il y a les élections aux États-Unis. Avec Trump peut revenir, parce que j'entends. Entre nous, soit dit, Biden n'a rien bougé. Mais c'est sûr qu'avec Trump, ça n'ira pas en s'arrangeant. Est-ce que s'il y avait un deuxième mandat de Biden, est-ce qu'il aurait le courage d'aller sur les pas d'Obama? Je ne sais pas. Mais pour le moment, rien ne bouge. Rien ne bouge. Et ça peut bouger s'il y a des intérêts économiques des États-Unis qui obtiennent la levée du blocus parce qu'il y a des affaires à faire. Et comme la situation est absolument catastrophique, peut-être qu'à un certain moment,
il y aura une levée du blocus pour que les entreprises américaines se mettent sur Cuba et en tirent des bénéfices très rapidement, puisqu'ils bloquent, l'objectif c'est qu'ils bloquent toute implantation d'autres entreprises. C'est-à-dire, c'est l'embargo pour les entreprises américaines, mais qui entraîne un blocus, parce qu'on ne veut surtout pas que d'autres entreprises puissent travailler sur Cuba, dans la mesure où les États-Unis, les entreprises des États-Unis ne peuvent pas le faire. Donc c'est pour ça qu'ils font, c'est la politique de la terre brûlée. C'est la politique de la terre brûlée. Et peut-être que quand la terre sera assez brûlée, qu'ils vont libérer un peu les choses pour que les entreprises américaines s'installent et en tirent des bénéfices. Bon, ça vous va comme ça alors? Bien, tout d'abord, merci André, et on peut te remercier chaleureusement pour ce travail. Cette soirée avec plus d'une centaine de personnes montre qu'il y a un intérêt important autour de ton livre et puis autour de la révolution cubaine et de la lutte internationale. Je donnais un prospectus il y a une semaine à un ami, qui n'a pas pu venir, mais me dit à quoi ça leur sert de faire ça? Enfin bon, c'est un tout petit pays, et 11 millions d'habitants, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils s'acharnent? On passe à autre chose. Sauf que s'ils s'acharnent, c'est qu'il y a un enjeu considérable. Le Parti communiste, il a plus d'un siècle, il a mené des luttes internationales et internationalistes contre le colonialisme, contre le nazisme, contre la guerre d'Algérie, pour soutenir le Vietnam, on a soutenu Cuba dès le début, on a soutenu l'Amérique latine, on se souvient du Chili, entre autres. Ces luttes internationales ont une fonction première, c'est que nous sommes solidaires avec les peuples qui souffrent, qui à chaque fois subissent les coups de la guerre ou des dictatures, avec les dictatures en Amérique latine, les dictatures de la France-Afrique, organisées par les anciennes puissances coloniales, pour garder la main sur le fric, c'est ce qu'on appelait la pompe Afrique. Le Parti communiste a mené ses luttes par solidarité, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement un problème de solidarité pour eux, c'est ce que tu disais par rapport à l'ambassadeur. Les luttes qu'on mène en solidarité contribuent à un rapport de force mondial contre l'impérialisme, et c'est de notre intérêt bien compris de faire en sorte que l'impérialisme recule partout sur la planète, et donc que ces luttes se mènent. Pour que les peuples puissent se lever et lutter, il faut qu'ils aient également le soutien de la population mondiale. C'est comme ça que les Vietnamiens ont réussi leur combat, c'est comme ça que les pays d'Afrique ont réussi à obtenir leur indépendance, et ce n'est pas terminé. Et c'est comme ça que le peuple palestinien mène ses luttes. Alors aujourd'hui, Cuba, c'est la même chose. C'est à la fois l'intérêt du peuple cubain, l'intérêt de l'Amérique latine. C'est évident que si Cuba se relève de cette situation, c'est évident que ce sera un plus pour les luttes en Amérique latine. Et puis, c'est évident que pour nous, où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, ou au pouvoir déjà en Italie et ailleurs, eh bien c'est important qu'on retrousse les manches et qu'on mène la lutte de solidarité. Et c'est en ce sens que toutes ces luttes sont liées les unes aux autres et qu'on doit poursuivre ces luttes. Alors nous allons bien sûr participer à l'effort du Parti communiste pour envoyer 15 à 20 conteneurs pour Cuba. Tu l'as dit, les vélos, il y a aussi les protections périodiques, les produits d'hygiène, il y a aussi des 100 tonnes de nourriture, des lunettes, etc. Des lunettes. Oui. Voilà, donc nous allons, et des lunettes, on en a récupéré beaucoup qui vont partir dans le conteneur de France-Cuba. Voilà, donc il faut aller voir les opticiens. Et pour l'informatique, des disques durs, des ordinateurs qui
sont un peu plus utilisés, ils vont les recycler, on va les remettre à jour. Hein. Ils utilisent Linux, ils utilisent aussi Windows parce que ça, ils savent craquer quand même. Hein. Ils n'achètent pas. Hein. Quand j'en ai parlé, j'ai dit c'est possible sur Windows, ils ont la version meilleure que la mienne parce que craque. Hein. Voilà, ils ne se gênent pas de ce côté-là. Donc, on va poursuivre la lutte. Je rappelle que on va accéder au morito de Jacques, que Jacques nous prépare. On va avoir un buffet. André va poursuivre la signature des livres. Il les fera ici. Donc la vente, on va continuer là-bas. Les gens se déplaceront voilà, pour les signer. Merci à tous. Allez, on s'y va.